Salut, bonjour. Je m'appelle Chloé Hill. Je vous remercie d'écouter Les personnages de la Chambre, une balado-diffusion du Centre Samara pour la démocratie. Dans ce balado, nous ne parlons pas seulement des députés, nous nous adressons directement à eux et à elles. Nous creusons sous la surface pour apprendre ce que représenter sa communauté dans la capitale de notre pays signifie vraiment. Nous voulions tout savoir, ce qui se passe en coulisses, y compris les drames et les intrigues politiques. Mais surtout, nous voulions découvrir des députés en tant qu'êtres humains ayant leur propre histoire à raconter. Dans cette série en 6 parties, nous entendrons des témoignages d'anciens et anciennes députés des 42e et 43e législatures du Canada, c'est-à-dire des parlementaires qui ont quitté leur fonction entre 2015 et 2021. Nous découvrirons leur expérience à la Chambre des communes et entendrons leurs conseils sur la façon d'améliorer l'expérience d'un ou une députée, pour la personne qui porte le titre, mais aussi pour nous, le public qu'ils servent. L'épisode d'aujourd'hui présente M. Stephen Blaney, qui a représenté la circonscription québécoise de Lévis-Bellechasse à la Chambre des communes pour le Parti conservateur du Canada entre 2006 et 2021. Ayant toujours envisagé une carrière en politique, Stephen a été député pendant plus de 15 ans avant de décider de ne pas se représenter. Dans cet épisode, Stephen souligne l'importance d'un réseau de soutien, du respect mutuel entre les partis et de la représentation des intérêts de la circonscription. Voici notre discussion. Pouvez-vous me parler un peu de vos premiers souvenirs concernant la politique et vraiment à l'engagement civique? Aviez-vous grandi dans un foyer ou une communauté politique? Je comprends pourquoi que ce sont de bonnes entrevues. Écoutez, au niveau de mon engagement politique, en 1998, j'ai été candidat pour une formation politique québécoise, l'ADQ. Et par la suite, en 2006, j'ai été candidat aux élections fédérales. Donc, mes parents, ma mère a été enseignante, mon père aussi enseignant, il a été mesureur de bois. Donc, ils n'ont pas un bagage politique, mais ils ont grandi dans des familles où la politique était en quelque sorte une seconde nature, je dirais. Excellent. Et est-ce qu'il y a un souvenir qui vous vient à l'esprit concernant leur implication ou discussion à la table? Oui, bien en 98, lorsque je me suis présenté, ma mère a été mon premier agent officiel. Et mon père a occupé toutes les autres fonctions de l'équipe électorale, c'est-à-dire pose de pancarte, chauffeur. Et je suis allé à Sainte-Marguerite avec mon oncle Maurice pour faire des visites. Et on a fini la campagne avec un surplus de quelques centaines de dollars. Donc, on avait équilibré notre budget, ce qui était toujours important pour un conservateur. Et quand est-ce qu'aviez-vous réalisé qu'une carrière en politique était quelque chose que vous aviez voulu? Pour moi, c'était un rêve de faire de la politique depuis toujours, depuis aussi longtemps que je me souvienne. Mon père m'avait offert une encyclopédie que vous pouvez voir qui est juste ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir mon crayon ici. Donc, mon père avait acheté cette collection-là et ça m'a fasciné par le fait même sur l'histoire. Et en étant fasciné sur l'histoire, on devient fasciné par la politique. Ici, on voit Jean Lesage, Daniel Johnson, on voit Maurice Duplessis, Louis Saint-Laurent. Donc, on voit tous les grands personnages, les grands premiers ministres canadiens. Lester B. Pearson ici. Donc, c'est ça. C'était à la fin des années 70, c'était une époque de promesses. Hein? Je crois que c'est Sir Wilfrid Laurier qui avait dit que le 21e siècle serait le siècle du Canada. Donc, on était vraiment dans une poussée démographique. C'était une période, somme toute, assez exaltante. Et c'est un peu ce qui m'a faisait caresser le rêve un peu secret parce que c'était pour moi un peu inaccessible la politique, éventuellement de faire de la politique active un jour. Fait que dans mon cheminement, j'ai été impliqué dans les mouvements étudiants, dans les mouvements de protection de l'environnement, mais ultimement, en 98 et en 2006, là, mon rêve s'est réalisé. Et dessus, les personnes dont vous avez mentionné du livre, est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a marqué ou que vous admirez le plus et pourquoi? Oui. J'ai longtemps dit que j'admirais Daniel Johnson, le père, c'est-à-dire le chef de l'Union nationale qui a remplacé Maurice Duplessis et qui a été un des architectes de la continuité de la Révolution tranquille.
Puis je dois dire aussi qu'avec le recul aussi, je me rends compte que le premier ministre, lorsque j'étais plus jeune du Québec, Robert Bourassa, est un personnage qui est assez fascinant, somme toute, et qui a été un modèle, malgré moi un peu, même si je puis dire, je pense qu'il a une influence plus importante que je le pense sur mon cheminement politique parce qu'il avait de grandes qualités. Il pratiquait, je dirais, un peu une forme d'art d'ambivalence. Et c'est sûrement quelque chose que j'ai appris de M. Bourassa. Excusez-moi, je ne compare pas à M. Bourassa, là, mais quand même, je trouvais que c'était un modèle. Et comment vos proches ont-ils réagi à votre volonté de vouloir d'entreprendre une carrière politique? Beaucoup de crainte, de peur et d'appréhension. Et j'irais jusqu'à dire une certaine résistance. Essentiellement, c'est que c'était un facteur d'insécurité au niveau financier important et c'était un risque. C'était aussi un mode de vie qui, au niveau familial, posait des défis que j'avais nettement sous-estimés, mais qui étaient bien réels. Pouvez-vous aussi me parler un peu de votre processus de nomination? Oui, comme je vous l'ai mentionné, en 98, j'avais été candidat de l'ADQ et par la suite, j'envisageais toujours de faire une carrière politique au niveau provincial, mais pendant les années 2000, j'ai réalisé qu'il pourrait être, je dirais, plus intéressant d'aller en politique fédérale avec le parti, pour parler de politique un peu, le Parti progressiste conservateur à l'époque. Et il y avait un personnage qui avait, M. Bernard Lahr, qui a été premier ministre du Nouveau-Brunswick, qui m'inspirait beaucoup. Et je souhaitais qu'il brigue la chefferie du Parti progressiste conservateur, ce qu'il n'a pas fait. Alors, j'ai rencontré M. Harper après la fusion et puis j'ai senti, comment dire, que je connectais avec M. Harper et que c'était une opportunité pour moi de porter la bannière conservatrice en 2006. Et puis en parallèle à ça, bien, je dois dire quand même que je côtoyais un député toujours actuel, Jacques Gourde. Alors, on a décidé de se présenter ensemble en 2006 dans Lévis-Lotbinière et Chute-de-la-Chaudière, Lévis-Bellechasse, les Aides-Chemins. Alors, c'est ça. Donc, on a fait le pari de se présenter en 2006. On devait se présenter en 2005. L'élection a été reportée. Et le reste, c'est ça, j'ai été élu en 2006. Donc, le reste, j'ai basculé. Et pour moi, le lendemain de l'élection, c'était vraiment un saut dans le vide parce que j'avais un emploi permanent dans mon domaine professionnel d'ingénierie où j'étais parfaitement à l'aise. Et là, pour moi, c'était l'inconnu parce que j'avais eu des expériences de campagne électorale, mais j'avais pas d'expérience de politique comme telle, de gestion d'un bureau, gestion des enjeux. J'avais aucune expérience, donc. En fait, vous avez touché à quelques points que j'aimerais revenir, mais vous avez parlé du lendemain après avoir gagné votre siège. Est-ce que vous vous souvenez aussi du moment où vous aviez gagné votre siège? Oui, bien sûr. Le soir de l'élection, il faut dire que j'étais dans une région où c'était un comté plutôt avec le Bloc québécois qui dominait depuis plusieurs années et peu de gens croyaient en la possibilité de gagner le comté. Et la campagne a été longue. Elle a commencé en janvier 2006. Elle a commencé avant Noël. Elle s'est terminée après. Alors, peu de temps, le soir d'élection, ma sœur qui habite à Ottawa m'a appelé. Elle m'a dit, Steven, est-ce que tu penses que tu as des chances de gagner? C'est sûr qu'à ce moment-là, on sentait la vague sur le terrain conservatrice. Alors, j'ai dit, Lindsay, maintenant que les bureaux sont fermés, j'ai dit, je pense que c'est plus de savoir à quelle heure qu'ils vont nommer que j'ai été élu que de savoir si je vais pas gagner. Je sentais que le momentum était là, mais tout ce que je savais, c'est que j'allais gagner. Après ça, c'était vraiment, pour moi, comme je le mentionnais, une page blanche. J'avais concentré mes efforts sur la victoire. Et par la suite, ça a été quand même une autre aventure là, qui a commencé, la véritable aventure politique là, de 2006 jusqu'à 2019. En entrant dans le poste, quels étaient vos objectifs et pourquoi est-ce que ceux-là étaient importants pour vous? Je vous dirais peut-être, j'avais 3 objectifs en entrant en politique. Pour moi, ce qui était important, c'était de conserver, je vous dirais, ma réputation et mon intégrité. Je pense qu'il est important essentiellement de maintenir, et ça repose sur la confiance. Alors pour moi, c'est important de maintenir le lien de confiance, de le mériter, de le gagner, de le mériter.
et d'établir ma notoriété. Alors ça, c'était mon premier objectif, c'était, je dirais, d'avoir une crédibilité politique. Le deuxième, je vous dirais, c'était de faire une différence dans mon comté. Je vais mentionner que j'étais ingénieur. Il y avait beaucoup de projets d'infrastructure qui étaient nécessaires dans mon comté au niveau de l'eau potable et du traitement des eaux usées. C'est un domaine qui m'est familier. Et j'avais des communautés comme, par exemple, comme Buckland, qui n'avaient pas d'eau potable, qui avaient des avis d'ébullition, un peu comme ceux qu'on retrouve sur parfois des communautés autochtones. Donc, ça se passe ici à une demi-heure, ça se passait à une demi-heure de Québec. Avis d'ébullition, pas de protection incendie, pas de réseau d'aqueduc. Donc, pendant la crise économique de 2008, on a été capable d'accomplir un nombre impressionnant de projets. Il y avait un défi aussi important, entre autres, au niveau d'un chantier de construction navale ici. Il y avait beaucoup d'enjeux qui nécessitaient l'implication d'un député au niveau local. Donc, c'était pour moi, c'était important. L'engagement aussi communautaire. Ça, c'était, je dirais, le deuxième point. Le troisième point, je vous dirais, c'est quand même la vision qui m'a toujours animé en politique. C'est ce que j'appelle la prospérité durable. Pour moi, il est important de poser des gestes qui, à moyen et à long terme, vont assurer une prospérité, mais dans un contexte de pérennité. Et ça, c'est toujours ce qui m'anime d'ailleurs. C'est pas mal, c'était mes trois objectifs en politique. Pouvez-vous répéter cette prospérité du quoi? Prospérité durable. Comme on parle de développement durable, pour moi, en fait, je l'ai pris à l'institution financière ici, donc c'est la prospérité durable. Donc, c'est de concilier un peu les éléments de qualité de vie, de bien-être, de croissance, d'une certaine croissance, mais dans un contexte de pérennité. Donc, préservation des ressources et évidemment, de faire en sorte que les générations futures puissent disposer, disons, d'un écosystème viable et qui a été préservé en quelque sorte. Et vous avez mentionné que c'est ça, que vous avez fait un gros saut pour rentrer ou commencer votre carrière en politique. Et je me demande comment s'est déroulé le processus d'intégration pour vous. Est-ce que ça a suivi un logique, c'était familier ou conforme à votre expérience professionnelle jusqu'à ce point-là? Je dois vous dire que j'avais un peu le vertige finalement avec le recul et que j'étais peut-être pas, ma carrière à certains égards ne m'avait pas, j'ai dû développer, je dirais, des aptitudes de communication assez rapidement. Et pour l'ABC de la politique sur la colline, j'ai eu la chance de bénéficier d'un proche collaborateur maintenant qui est député. Il s'appelle Tom Kimmich. Donc, j'ai appris un peu finalement sur le tas. Et la courbe d'apprentissage a été quand même assez rapide, je dirais, et je dirais même presque brutale parce qu'on était en situation de gouvernement minoritaire, mais c'était intense. Donc, je vous dirais qu'on carburait là, à l'adrénaline. Vous avez mentionné Tom ici. Est-ce qu'il y a d'autres? Vous êtes-vous senti soutenu pendant ce processus de façon formelle, informelle? Oui, au début de ma carrière, comme je vous mentionne, Tom a joué un rôle critique, de même que Hélène Bernard. Et puis après, il y a vraiment une équipe qui a pu s'adjoindre. Mais dans les premières années, on avait quand même, je recherchais quand même une certaine stabilité au niveau de mon équipe qui, graduellement, avec le temps, là, s'est fait. Et finalement, je me suis retrouvé là, avec une équipe exceptionnelle, vraiment, où, je dirais, là, les enjeux de confiance étaient omniprésents. Et dans le sondage, vous avez indiqué un besoin de donner un peu plus d'encadrement sur la gestion d'un bureau du comté pour améliorer l'expérience des députés. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Oui, je vous dirais qu'essentiellement, chaque élu a beaucoup de latitude quant à la manière de gérer son bureau de comté. Et il n'y a pas vraiment de standard au niveau, disons, du fonctionnement d'un bureau de comté, des relations avec les commettantes, les commettants. Par exemple, au niveau de la gestion des promotions des programmes et gestion aussi de l'agenda. Donc, je vous dirais qu'il y a peut-être, pour ma part, on l'a appris sur le tas, il y aurait peut-être un avantage à avoir, je dirais presque c'est un métier, hein, c'est une formation, il n'y a pas vraiment d'école qui forme, c'est un savoir qui se transmet un peu là, avec l'expérience. Pour l'instant, la principale manière de développer ce savoir-faire-là, c'est par l'expérience.
Et dans mon cas, on a dû un peu l'apprendre sur le tas. Vous avez mentionné la courbe d'apprentissage. Pouvez-vous décrire un peu plus ce sujet-là? La courbe d'apprentissage. Oui, comme je vous le mentionnais, il y a quand même des formations qui ont été mises en place par les formations politiques et par la colline, mais il reste que c'est quand même un baptême de feu. Il n'y a rien comme l'expérience. Mais donc, c'est ça, la courbe d'apprentissage, parce que, comme je le mentionnais, pour moi, la fonction de député, c'est pas un métier, c'est une fonction. Il serait peut-être souhaitable qu'on ait une certaine standardisation de la prestation de services des bureaux de députés, sans en faire des machines bureaucratiques, parce que c'est le danger là, dans cette approche-là. Alors, je vais maintenant passer aux questions qui sont liées au travail. Pouvez-vous réfléchir à ce qui vous a surpris comme étant un député à ce stade-là? Ce qui m'a surpris un peu, c'est que le travail de parlementaire, on réalise quand même qu'on est dans une structure assez imposante avec déjà un modus operandi, une manière de procéder. Donc, je vous dirais, notre marge de manœuvre est somme toute, c'est d'apprendre à naviguer dans cet environnement-là qui a été justement la fameuse courbe d'apprentissage. Et ce qui m'a surpris finalement, c'est peut-être de voir que c'est la rapidité à laquelle les décisions se prennent. Les choses vont vite dans un sens, mais ça prend du temps dans un autre. Fait que je vous dirais qu'au niveau politique, c'est un peu ça. Là. Il y a une courbe d'apprentissage là, qui est nécessaire. Et ce qui me surprend, c'est que dès qu'on met la switch en on comme député, on s'attend du député qui soit, disons, pleinement performant, alors qu'il y a quand même des rudiments auxquels on doit se familiariser. Fait que c'est un peu ça je vous dirais, qui m'a surpris. Vous avez mentionné que le travail parlementaire, c'est une structure imposante. Pouvez-vous élaborer un peu plus sur ce point? Oui, le processus législatif, le travail de comité parlementaire, l'adoption de politiques, et puis le feu roulant de l'actualité qui parfois dicte l'agenda politique. Et en même temps, la mise en place de ces mesures-là politiques par l'appareil bureaucratique nécessite bien sûr l'adoption de lois, de règlements, et après, les machines, les ministères, les différents ministères concernés doivent réagir. Donc, c'est une machine, c'est un appareil qui est, dans un sens, extrêmement efficace et rapide, et en même temps qui est extrêmement lent et un peu, je dirais pas sclérosé, mais je dirais qui est un peu, qui est dans un certain processus formel. Fait que c'est un peu comme ça que je vois ça. Donc, c'est de comprendre les différents rouages de systèmes politiques, administratifs, politiques, partisans. C'est ça, je disais, qui était quand même une certaine complexité là, qu'il faut prendre le temps de bien placer tout ça dans notre tête. Avez-vous l'impression que vous avez assez d'autonomie ou que les députés ont assez d'autonomie? Oui. Je vous dirais peut-être on peut envier parfois, je dirais que j'en suis peut-être venu à souhaiter peut-être que les parlementaires, les députés, entre autres, aient davantage d'autonomie, mais en même temps, c'est un équilibre à maintenir par rapport à la cohésion politique d'une formation politique. Donc, je vous dirais, c'est un équilibre fragile, mais il y a certainement une tendance, je dirais, lourde à une forme de centralisation un peu là, du pouvoir exécutif, finalement, là, qui vient en quelque sorte atténuer la marge de manœuvre des députés, des élus. Est-ce que votre parti s'attendait que ces priorités passent avant les demandes de votre circonscription? Pas nécessairement, parce que une formation politique est élue sur une plateforme, mais qui revient au rôle de l'élu de faire valoir les enjeux de son comté. Et ça, je vous dirais que là-dessus, je dirais qu'on a, c'est probablement le plus grand pouvoir d'un élu, c'est de représenter les intérêts de sa circonscription auprès des instances politiques plutôt que l'inverse. Donc, d'être un député de sa région pour Ottawa et non pas d'être un porte-voix d'Ottawa vers le comté. Et ça, je vous dirais que pour ma part, ça a toujours été très clair que effectivement, on avait des politiques. Parfois, on peut prendre des décisions qui sont impopulaires, mais qui font partie de notre plateforme ou de notre orientation ou qui sont des conséquences. Mais je vous dirais là-dessus que non. Au contraire, c'est le travail du député, c'est de tirer son épingle du jeu et de faire en sorte que les politiques gouvernementales aient des retombées positives pour son comté.
Et on entend beaucoup parler d'incivilité dans la Chambre. Je me demande si vous pouvez décrire si cela vous a affecté et si cela a affecté votre efficacité en tant que député. Je vous dirais non. Au contraire, je vous dirais qu'il y a une certaine la joute parlementaire, les jeux partisans peuvent être vus comme une force constructive. Mais bien entendu, il y a des normes, il y a des limites qu'on ne va pas dépasser, le respect de la personne. Et en général, je pense que malgré ce qu'on en dit, je pense que la Chambre, en tout cas pour mon expérience, moi je garde une expérience plutôt positive de mon expérience dans la Chambre des communes. Mais évidemment qu'il n'y a pas de place pour le manque de respect, l'incivilité, et que c'est absolument intolérable et qu'on ne doit avoir, c'est vraiment tolérance zéro pour les comportements ou les paroles ou les gestes inappropriés. Avez-vous fait face à la toxicité en ligne dans ce rôle? C'est un grand mot, toxicité. C'est sûr qu'on se fait clouer au pilori quand on est sur la place publique pour nos idées, pour notre personnalité. Je vous dirais, le mot toxicité est apparu au cours davantage des 3 à 5 dernières années. Donc, c'est sûr qu'il arrivait parfois que même des analystes politiques fassent du dénigrement. Oui, c'est arrivé. Et je vous dirais que c'est particulièrement difficile pour les proches. Les proches qui, eux, n'ont pas choisi d'être dans une carrière politique. Pour ma part, je savais à quoi m'attendre, là. Parce que, vous savez, je suis un conservateur au Québec, moi. Là. Vous savez, je vous parle de M. Harper. M. Harper n'était pas populaire au Québec. Le problème de la toxicité, c'est qu'à moyen long terme, ça fait diminuer l'estime envers la classe politique. Et puis, éventuellement, ça sape nos institutions démocratiques. Votre identité a-t-elle été prise en compte dans votre travail? Est-ce qu'elle a été respectée, valorisée? Je me demande comment les questions relatives à la langue française ont été. Non, je dois vous dire 2 choses. Premièrement, j'ai été brièvement ministre de la francophonie, mais j'ai été surtout longuement président du comité des langues officielles et membre du comité des langues officielles. Je dois vous dire, en 2006, lorsque je suis arrivé au caucus conservateur, on m'a accueilli à bras ouverts dans ma formation politique et c'était réconfortant. Les conservateurs me disaient « It's good to see an elected member of parliament from Quebec who doesn't want to separate ». Et évidemment, ils me disaient en anglais parce qu'ils ne parlaient pas tous français, mais non, j'ai toujours senti un grand respect pour mon identité québécoise et pour mes origines. Évidemment, c'est un combat, je dirais, incessant. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, même si je pouvais m'exprimer en anglais, je m'exprimais en français, notamment dans les dernières années à la Chambre des communes, pour vraiment que le français soit une langue vivante et une de nos 2 langues nationales, même si, évidemment, il y a une asymétrie évidente et grandissante. Et dans vos réponses dans notre sondage, vous avez mentionné que la pandémie a vraiment altéré votre départ en réduisant les contacts. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet aussi? Oui, absolument. Ben oui, écoutez, ça là, en un mot, c'était plate. On rencontrait plus de commettants, on n'allait plus à d'événements. Le gouvernement était sur les blocs. Et on siégeait à peine, on était tous en mode virtuel. Donc, vraiment, ça a changé la nature du travail. En fait, ça a changé notre manière et aussi, ça a diminué un peu l'achalandage et augmenté le niveau d'insécurité. Il y avait moins de gens qui appelaient, mais quand ils appelaient, là, c'était épouvantable. Donc oui, c'était une période de morosité, je dirais. Là, ouais, c'est ça. Et qu'en pensez-vous du Parlement hybride? J'ai une nette préférence pour le présentiel, que ce soit sur le plan professionnel que politique, pour les dynamiques qui se mettent dans un lieu. Et quand je vous parlais tout à l'heure, vous me parliez de toxicité, on ne parle pas de tous les bons moments qu'on peut vivre à la Chambre. Ça peut être un lieu de... C'est un parterre de démocratie. Et vous savez, l'animation, là, moi, je suis un conservateur, c'est comme notre spécialité, les hey, puis les hooray, puis tu sais, tout ce que tu voudras, puis here, parce que quand même, la Chambre des communes, souvent, quand je disais les gens, j'ai dit là, vous venez à une pièce de théâtre. Donc, il y a une façon d'animer ça pour enlever une forme de rendre la politique attrayante, et parfois drôle, et parfois dramatique, parce que c'est le reflet de la société. Donc, je vous dirais que j'ai une nette préférence pour le présentiel
pour justement faire ressortir l'aspect humain, physique et émotionnel de la politique. Sinon, on devient un peu plus dans des rôles un peu scriptés, un peu, je dirais, encapsulés, un peu comme dans des boîtes de conserve, robotisés, et on perd beaucoup de l'essence de la politique. Vous êtes le père de la loi antiterroriste au Canada après les attaques au Parlement qui ont eu lieu en 2014 et ainsi que la modernisation des dispositions pour gérer les crises environnementales. Pouvez-vous élaborer un peu plus sur ces points forts de votre mandat? Oui, ben c'est sûr qu'aux anciens combattants, j'ai eu la chance de moderniser, de réduire la paperasse et de valoriser le rôle des anciens combattants, mais c'est surtout effectivement la sécurité publique où là, effectivement, il y a eu 2 grandes lois fondatrices au Canada sur le terrorisme. Il y a eu la loi après l'attaque de 2011, mise en place à l'époque par le gouvernement de Jean Chrétien, et la suite des attaques de 2014, où on a élargi le mandat des services canadiens de renseignement et mis des mesures additionnelles. Et également, ce qui allait avoir un impact très grand, c'était tout l'aspect des services de prestation de sécurité sur la colline, où on en est venu à reconfigurer finalement la colline parlementaire. Ça a eu une influence déterminante. Donc ça, c'est sûr, ça a été un enjeu important. Et l'autre élément, il y a quand même eu aussi l'enregistrement simple et sécuritaire des armes à feu. Les gens l'oublient, mais c'est grâce au gouvernement conservateur que maintenant, si un Canadien ou une Canadienne souhaite posséder une arme à feu, elle doit nécessairement recevoir une formation obligatoire, même si on a été dans les services policiers ou dans l'armée auparavant. Et si on est reconnu coupable de violence conjugale, on perd notre licence. Donc ça, c'est des mesures qu'on a mis en place, dont je suis très fier. Là. Mais ce que vous mentionnez tantôt, c'est que lorsque j'étais à la sécurité publique, il fallait commencer à faire en sorte que, parce que ultimement, c'est le gouvernement fédéral qui est responsable de gérer les crises environnementales ou les désastres naturels. Il y a des ressources importantes qui y sont allouées. Donc, il y avait une modernisation de ces mécanismes-là de soutien en cas de catastrophe naturelle qui n'avaient pas été modernisés depuis les années 70, ni actualisés, il faut bien le dire. Et également, le virage, qui est un virage qui doit se poursuivre au niveau de l'adaptation de nos infrastructures au changement climatique et des mesures de mitigation. Donc, on doit investir maintenant pour anticiper les catastrophes naturelles, pour réduire l'impact sur les écosystèmes et les sociétés civiles. Donc, on était vraiment à la genèse. Écoutez, quand j'étais au ministère, ça remonte à 2014, à ce moment-là, les cartes j'étais ingénieur civil, les cartes de zones inondables n'étaient pas à jour. Donc, on n'était pas capable encore de savoir quand une rivière monte, jusqu'où elle va aller. Alors, on avait vraiment eu beaucoup de négligence, fait qu'il fallait un peu dépoussiérer tout ça. C'était l'amorce de ce qui a été fait, mais il va toujours rester beaucoup de travail parce que c'est pas terminé. Avez-vous des recommandations pour améliorer l'expérience du député? Oui. La première, peut-être, ce serait, comme je le mentionnais, ce serait peut-être d'offrir, quand je parle d'encadrement, c'est davantage de formation sur la fonction de député. Quasiment un MP 101 crash course. Pas mal celle-là. J'aimerais ça vous en trouver d'autres, mais c'est pas mal la seule. Sinon, parce que un député, you bring what you are to that function, and everybody does it in its own style and its own manner, and that's probably appropriate. So, ce serait probablement la recommandation. Pas de formation nécessairement obligatoire, pas mandatory. Démontrer que la formation est tellement pertinente que les gens vont l'apprendre. Mais pas de... Je mettrais plutôt comme et c'est pas nécessairement un cours magistral, mais j'appellerais ça un crash course MP 101. C'est ce qui se fait déjà, mais c'est de continuer cette pratique-là. Et puis peut-être, de temps en temps, un petit refresh. Pour les députés que ça fait 5 ans ou 10 ans, un petit refresh. Et au sujet de votre départ dans le sondage, vous avez indiqué que c'est une étape que vous auriez voulu un peu plus vous préparer davantage sur le plan psychologique. Pouvez-vous élaborer un peu plus sur ce point-là? Oui, c'est ça. Je pense que je fondais beaucoup, on doit préparer cette fameuse transition-là vers le retour à la vie civile. J'ai eu la chance de décider de ne pas me représenter. Alors, j'ai été bien chanceux par rapport à d'autres qui se font carrément battre. Dans mon cas, j'ai eu la chance d'anticiper ce processus-là. Donc, je voudrais, dans un sens, même si on n'est jamais prêt, j'ai quand même été plus prêt qu'à bien des égards là, de ce côté-là.
Et pouvez-vous parler aussi du moment, est-ce que votre famille et vos proches ont bien reçu cette nouvelle? Comment ont-elles réagi à votre décision? Je pourrais demander à mon épouse, là, et soulagement. Ben, c'est exigeant aussi pour la famille. Tu sais, ma conjointe devait m'accompagner dans des événements protocolaires, des sorties. Je n'étais jamais là les fins de semaine. J'avais toujours des obligations. J'étais toujours un peu sur la sellette, tout ça. Fait que je pense que ça, elle l'apprécie beaucoup. Comment est-ce que votre séjour à la Chambre des communes vous a-t-il changé? Je vous dirais probablement que je pense que j'ai acquis une certaine maturité, Madame Hill, et peut-être une compréhension plus fine de la nature humaine. On sait bien qu'être député, c'est un travail difficile. Aviez-vous des recommandations pour attirer et retenir les meilleurs et les plus intelligents? Ben, je vous dirais que, premièrement, la fonction de parlementaire est un appel de service. Je vous dirais qu'il y a des gens qui vont en politique pour se servir et il y en a d'autres qui vont pour servir. Je pense que la plupart des gens, ils vont pour servir dans la meilleure de leur connaissance, mais également, je vous dirais, je pense qu'il est plus important, c'est le feu sacré. C'est d'avoir le feu, vraiment d'avoir cette passion-là qui permet là, de surmonter, je dirais, les défis, les difficultés inhérentes là, à la vie politique. Super. Et une dernière question. En regardant à l'arrière sur votre carrière politique, quel conseil donneriez-vous à votre cadet? Ben, en fait, je vous dirais qu'en politique, je pense qu'une des grandes qualités, c'est la loyauté. Et que je dirais à la personne de s'entourer de personnes loyales. Elle va avoir la chance de vivre une expérience politique inoubliable comme celle que j'ai vécue. Il y a des personnes que je ne vous ai pas mentionnées cet après-midi. Je pense par exemple à Jean-Christophe Delerue qui est encore étudiant quand il a commencé, quand il est venu me voir, c'était en 2008. Et puis, il a fini son bac en travaillant pour moi. Il a fini directeur des communications et maintenant, il connaît un succès foudroyant dans le secteur privé. Et je lui dois beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que il m'a donné beaucoup. Et j'ai eu des personnes comme ça, exceptionnelles. Pierre-Luc Jean, qui a été mon dernier directeur de campagne. Maintenant, il a un super bel job. Mais il y a eu des gens absolument formidables et ce sont des gens en qui je peux avoir une confiance, j'oserais presque dire entière et totale dans la mesure du possible. Donc, c'est un élément important en politique d'avoir des gens qui partagent nos valeurs, mais également en qui on peut avoir une grande confiance. Donc, le conseil que je donnerais, je dirais à la personne d'être fidèle à ses principes, de ne pas, je dirais, se renier ses principes, mais d'assumer ses convictions. Ça, c'est extrêmement important en politique. Les gens sentent si on est à côté de la coche. Les gens ne vont pas nécessairement partager notre opinion, mais vont nous respecter parce qu'on s'assume. Et ça, moi, c'est ce que je retiens. Puis aussi, bien évidemment, de respecter la diversité. Ça, c'est extrêmement important. Respecter, puis quand je parle de diversité, là, je parle plus de diversité de point de vue. Là, parce qu'on parle beaucoup de diversité des genres, puis c'est correct, là, je suis ouvert à ça. Là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de respecter l'autre, en fait, même s'il ne partage pas notre opinion. Et avec ça, on peut aller très, très loin. Autant dans notre formation politique que nos adversaires, nos opposants ou même nos commettants. L'autre chose aussi que je disais souvent, c'est une fois qu'on est élu, on est là pour tout le monde dans le comté. On oublie les étiquettes politiques. On est là pour servir les gens du comté. Excellent. Cela m'amène à la fin de mes questions, M. Blaney. Alors, je tiens à vous remercier encore pour votre sagesse et d'avoir été si généreux avec vos réponses. Y a-t-il autre chose que vous vouliez ajouter avant de clore? Non, je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dirais aussi peut-être un conseil, le dernier conseil, c'est d'avoir le support de sa famille. Parce qu'on ne peut pas se lancer en politique. Puis ça peut être une famille, ça peut être des parents, là, mais moi, j'aurais pas pu faire ça si j'avais pas eu le support de ma famille. Ça aurait été impossible. Et autant quand on est dedans que pendant. Monsieur Harper disait souvent, remember to take care of your family while you're in politics, because once you leave it, that's the only thing you'll be left with. Quel beau rappel pour conclure, la valeur d'un réseau de soutien. Cette entrevue a vraiment fait ressortir la passion de Stephen lors de son passage au Parlement, ainsi que l'importance de la formation professionnelle et de l'engagement dans les circonscriptions. Nous tenons à remercier encore une fois Stephen pour sa contribution à ce projet. Dans notre prochain épisode, nous aurons une conversation avec M. Mathieu Dubé,
qui nous amènera dans les coulisses de la Chambre des communes et discutera des embûches à l'entrée, des attentes à gérer et de l'influence des médias. Merci d'avoir écouté les personnages de la Chambre. Un grand merci à tous les anciens et anciennes députés et merci à vous d'avoir écouté les personnages de la Chambre. Je m'appelle Chloé Hill, coordonnatrice de recherche au Centre Samara. L'équipe qui soutient ce balado est composée de Sabrina Dellen, Beatrice Wayne, Vijay Kumar, Colm O'Sullivan et David Moreau. La chanson thème a été composée par Project Whatever. Nous sommes reconnaissants au patrimoine canadien pour son soutien financier. Le Centre Samara pour la démocratie est une organisation caritative non partisane. Notre mission est de réaliser une démocratie résiliente avec un public engagé et des institutions réactives. Pour soutenir notre travail, visitez samaracentre.ca et cliquez sur « Faire un don ». Ce balado fait partie du projet d'entrevue avec les députés sortants et sortantes. Pour en savoir plus sur ce projet et d'autres recherches, visitez notre site web et suivez-nous sur Twitter et Instagram @The Samara Center. Si, comme nous, vous vous intéressez à l'aspect humain de la politique, aidez-nous à faire connaître notre balado. Évaluez et laissez un commentaire sur notre émission sur Apple Podcasts. Vous seriez surpris de voir à quel point cela nous est utile. Parlez-en à vos amis et si vous enseignez, partagez cette émission avec votre classe. Merci de nous avoir écoutés.